Voici la machine pistole, 40 allemande. Si tu regardes cette vidéo, tu l'as sûrement déjà vue au moins une fois, ce qui n'est pas un hasard. C'est probablement la mitraillette la plus célèbre du XXe siècle. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te raconter les anecdotes courantes sur la machine en pistole, 40 trouvables sur Wikipédia. Nous allons parler de toutes ses particularités et mystères que seuls les plus experts connaissent sur cette arme. Nous parlerons de pourquoi elle avait un crochet sous le canon, ainsi que de ses chargeurs, des secrets énormes. Pourquoi était-il absolument obligatoire de porter des gants avec cette arme? D'où venait le surnom Smither? Nous parlerons aussi de ces silencieux. Pourquoi ne fallait-il jamais remplir les chargeurs à ras-bord si tu voulais survivre? Et en plus, pourquoi les Espagnols ont-ils été en partie responsables de son apparition? Tout cela, et bien plus encore dans un instant. Alors installe-toi confortablement, et sois le bienvenu au Guns Club. Le machine en pistole 40 a une origine surprenante. En 1936, la guerre civile espagnole débute et l'Allemagne soutient le camp ultranationaliste, envoyant armes et logistiques avant et pendant le conflit. Non seulement dans l'intention de soutenir leur allié, mais aussi pour évaluer les nouvelles armes du Troisième Reich naissant. En combat réel, en particulier, les pistolets mitrailleurs qui sont arrivés en Espagne étaient les Hermas. Le gouvernement allemand crée le pistolet mitrailleur Herma Maschinenpistole, basé sur les rares exemplaires de machines en pistole 18 qui ont survécu au combat, ainsi que sur certains modèles de l'époque de l'entre-deux-guerres. Les rapports remis par l'Espagne à l'Allemagne étaient vraiment encourageants. Les Herma Maschinenpistole étaient fantastiques, précis, rapides et ergonomiques. Le refus de son adoption a été imposé par les artisans de la Blitzkrieg, Rommel, Guderian et Markstein, qui ne détestaient pas le Maschinenpistole mais voulaient une grande mitraillette, compacte et ergonomique pour les espaces clos, comme les blindés et les avions de parachutistes. Il devait être assez polyvalent et fonctionnel, et il n'y avait pas de place pour 2 mitraillettes générales pour toute l'armée. Ainsi, cela a conduit à l'abandon de l'Herma Maschinenpistole, et en 1936, le développement du machine en pistole 38 a commencé, une mitraillette qui a vu le début de la Seconde Guerre mondiale. Le Maschinenpistole 38 était excellent, presque le premier pistolet mitrailleur moderne. Il utilisait de la bakélite pour la poignée et le couvercle de la boîte de mécanisme. Premier en contreplaqué, il fut aussi le premier doté d'une crosse pliante. Le problème avec celle-ci, c'est qu'elle souffrait du même défaut que la Maschinengewehr, 34. Elle était parfaite, mais sa fabrication complexe nécessitait de l'acier, devenu rare lors de sa mise en service. La production de masse des chars a entraîné un prix très élevé. L'avoir lors de l'invasion de la Pologne était difficile, car il y avait très peu d'exemplaires. En 1938, on n'en avait produit que 1000 unités, et en 1940, il n'y en avait que 42 000 dans toute la Wehrmacht. Ce qu'on a fait, c'est affiner son design de façon extrême pour le rendre moins cher cette année-là. C'est ainsi qu'était née celle qui allait devenir la machine en pistole 40, qui était plus ou moins l'équivalent de l'automate Kalachnikova, modernisé Rovani, pour l'automate Kalachnikova, 47, ou de la Maschinengewehr, 42 pour la Maschinengewehr, 34, une version optimisée pour une fabrication rapide. Le nouveau modèle a permis d'augmenter la production de 10 000 unités par mois. Début 1944, 700 000 machines et pistoles, 40 avaient été produits, faisant de ce pistolet mitrailleur l'arme la plus répandue de la Wehrmacht. Fait curieux, le Maschinenpistole 40 était appelé Schmeisser. C'est un surnom assez particulier. Les gens pensent que ce surnom a été donné en l'honneur du créateur du pistolet mitrailleur, que l'on croit être Hugo Schmeisser, créateur du Maschinenpistole 18. Mais en réalité, les Maschinenpistole 38 et Maschinenpistole 40 ont-elles toutes deux été conçues par l'ingénieur Heinrich Ballmer. Ce que Schmeisser a effectivement conçu, ce sont les Maschinenpistole 40 et 1, une version beaucoup plus classique et, à mon avis, magnifique. Parmi les machines pistoles qui portaient son nom sur les chargeurs, ces chargeurs étaient fabriqués en masse et étaient partagés avec les machines pistoles 40. Cela a amené les Allemands à penser qu'il était le créateur de l'arme et à l'appeler Schmeisser en son nom. Mais assez d'histoire. Il est temps de parler de choses intéressantes. Pourquoi le Maschinenpistole 40 était-il si spécial et jamais critiqué? Outre ce qui a déjà été dit, de nombreux aspects de conception faisaient de cette arme l'un des meilleurs pistolets mitrailleurs du conflit. Prenons par exemple le crochet sous le garde-main. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un accessoire pour faciliter la prise en main, en tir automatique. Cependant, ce n'est pas le cas.
Tu te rappelles quand j'ai dit que la Machine & Pistol 38 et la Machine & Pistol 40 étaient conçues côté pour les véhicules et la Blitzkrieg? Eh bien, c'en est un exemple clair. Cet accessoire supprimait totalement le recul du fusil lorsqu'il reposait sur des saillies en acier. Dans les véhicules de transport de troupes spécialement conçus pour cela, comme le Sonderkraft Fahrzeug 251. Cela a été fait de cette manière afin que les véhicules en mouvement puissent compter sur plusieurs hommes tirant en même temps. En plus des mitrailleuses principales, cela favorisait le mouvement rapide nécessaire à la Blitzkrieg. Cet accessoire pouvait être en acier, en aluminium ou en margolide, une variante de la bakélite. Un fait curieux chez tous les utilisateurs du Machine & Pistol 40 concerne cet accessoire. À chaque fois que tu verras un soldat utiliser une machine en pistole 40, ou du moins dans 90% des cas selon de nombreux médias et historiens, c'était parce qu'il était strictement obligatoire de porter des gants pour utiliser la machine pistole 40. Mais pourquoi était-il obligatoire de porter des gants pour être utilisateur de la machine pistole 40? Eh bien, après quelques recherches, je n'ai trouvé aucun ordre ni règlement dans les documents officiels faisant référence à l'obligation de porter des gants. Mais il est certain que si tu utilisais une machine en pistole 40, tu devais porter des gants. Et j'ai trouvé de nombreuses preuves à ce sujet. De nombreuses photos montrent des soldats utilisant la machine pistole 40 avec des gants, même en été, d'après la Wikipédia américaine. Le canon n'avait aucun type d'isolation de l'extérieur de l'arme, ce qui le rendait extrêmement chaud au niveau du garde-main. Tu pouvais donc te brûler si tu mettais ta main là par accident. J'ai vérifié la citation. La source est fiable et a étudié de nombreux fusils automatiques du XXe siècle. Mais j'approuve cette information. Cette petite saillie était la seule chose qui séparait ta main de la partie inférieure brûlante du canon. Et même si la zone de surchauffe est partiellement éloignée de ta main, tu pouvais certainement la toucher par accident et te brûler la main. C'est pourquoi il est logique que normalement, on voit les soldats. Les utilisateurs du Machine & Pistol 40 portent toujours des gants sur les photos. Preuve que l'usage intensif de gants avec le Machine & Pistol 40 était réel. Le Machine & Pistol 40 disposait de ce type d'accessoire qui permettait aux soldats de tirer sur la gâchette en portant de gros gants en cuir, lesquels ne rentraient pas dans l'ovale de la détente. Tout cela prouve une utilisation généralisée de gants avec cette arme, même si évidemment, porter des gants ne plaisait pas à tout le monde, surtout en été, lorsque la chaleur rendait difficile l'utilisation de ces gants. Une autre particularité curieuse du Machine & Pistol 40 venait de ses chargeurs, en passant de la version 38, beaucoup plus soignée, à la version 40, conçue pour être plus facile à fabriquer. De nombreux problèmes d'alimentation sont apparus. Les chargeurs emboutis plus simples du Machine & Pistol 40 étaient à double rangée et passaient à une seule rangée à la fin du parcours. Dans cette zone, ils subissaient une usure et des déformations extrêmes car, lors des combats, les soldats tenaient souvent l'arme par le chargeur, ce qui empêchait la rainure d'alimentation de le maintenir correctement ou déformait l'arrêt, causant des blocages. De plus, lorsque les chargeurs étaient en salle, ils bloquaient la rainure d'alimentation précisément dans la zone mentionnée précédemment, en rayant l'arme. Un autre défaut courant concernait le ressort du chargeur, qui était tout simplement de mauvaise qualité, et il pouvait bloquer l'arme en poussant les cartouches avec moins de force après une utilisation continue. Ce que je vais raconter est un ensemble d'histoires anecdotiques, mais qui sont considérées comme vraies, car il y a tout simplement de nombreux témoignages à ce sujet. La solution des soldats allemands au problème du ressort du chargeur était simple. Les chargeurs ne pouvaient contenir que 32 cartouches, donc ils n'en mettaient que 28 ou 30 dans les chargeurs. De cette façon, ils n'exerçaient pas trop de pression sur le ressort, et celui-ci durait beaucoup plus longtemps. Cette histoire ne me semble pas du tout étrange, et elle me paraît plus être une légende qu'une réalité. Si tu as servi dans un conflit pour ton pays, cela ne t'a probablement pas semblé étrange, car c'est une pratique extrêmement courante dans les armées modernes pour préserver la durée de vie des chargeurs. Les Machine & Pistol 40 avaient des accessoires parfois curieux, dont certains furent de vrais échecs. L'un d'eux était un bouchon pour le canon, qui empêchait la neige et la saleté d'entrer dans le canon et de l'oxyder. Cet accessoire a fini par être retiré après seulement 1 an d'utilisation, car lors de Barbarossa, il gelait et il était difficile de l'ouvrir. Un autre accessoire raté était le silencieux. On a essayé de différentes manières d'adapter un silencieux au Machine & Pistol 40, mais ces tentatives ont échoué. Parce que les exigences étaient toujours qu'il devait pouvoir être utilisé sur tous les Machine & Pistol 40 existants,
Au milieu du conflit, la marge prometteuse était le L-45, qui, au lieu d'utiliser des colliers comme ses prédécesseurs, se vissait sur la bouche des canons spéciaux à blanc. Mais comme ces canons n'avaient pas de filetage fixe, le silencieux avait un calibre disproportionné par rapport au 9 mm pour éviter les chocs, ce qui a conduit à l'annulation de son adoption. Dans la dernière vidéo, un abonné m'a posé une question intéressante. Léo Commandeur, 186 questions. Si les pistolets mitrailleurs à tir rapide, comme les pistolets Pulemyot Spagina 41 et les Thompson, étaient si bons, pourquoi les Allemands ne les ont-ils pas copiés? Eh bien, savoir s'ils étaient vraiment si bons, c'est quelque chose dont nous pourrons débattre à l'avenir. Vidéo parce que je vais m'étendre un peu trop. Il est certain que les Allemands ont tenté de copier les bonnes caractéristiques pour des fusils, comme les pistolets Pulemyot Spagina, pour les appliquer au Machinen Pistol 40. Par exemple, il existe un modèle appelé Machinen Pistol 40, qui était généralement un Machinen Pistol 40 avec des chargeurs doubles. Quand l'un était vide, il suffisait de le faire glisser pour utiliser l'autre. Ainsi, on pouvait avoir 64 cartouches prêtes à éliminer n'importe qui. Le problème, c'est que ce n'était pas une amélioration significative du rechargement, et que cela a conduit à une adaptation médiocre, limitant d'autres fonctions de l'arme. Modifier une arme que tu produis déjà, et dont l'approvisionnement est vital pour ton armée en combat, est assez difficile. C'est pourquoi les Allemands n'ont pas complètement remplacé le Machinen Pistol 40 pendant le conflit. Ils essayaient seulement de le moderniser, et d'y ajouter des fonctionnalités à moitié, qui au final ne s'intégraient jamais vraiment. Veux-tu savoir pourquoi les Allemands visaient l'artillerie pour que les obus ricochent au sol? Dans cette vidéo, tu vas le découvrir. Merci d'avoir regardé, au revoir.